Je te dévoile dans cette vidéo mes 7 astuces pour pouvoir voler avec une caméra 360 ou même 2 sous un drone. Tu le sais maintenant, les vidéos 360 très haut de gamme se font avec des supports assez spécifiques comme des câbles cam, des perches, des rovers et même des drones. Oui, donc tu le verras dans cette vidéo. J'ai pu tester avec du Mavic 2, de l'Inspire 2, du M600, du S900, du M200 et du M210. Il ne suffit pas malheureusement de juste prendre une caméra 360 et de le mettre sous un drone avec un bout de scotch ou de barnier ou de gaffeur. Ça marche pas comme ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Et crois-moi, sans ces astuces, tu n'arriveras pas à avoir une image assez qualitative, en tout cas pour faire de la vidéo très propre. Chapitre 1, l'inclinaison et l'alignement de tes caméras. Donc on va partir sur cet exemple avec des GoPro Fusion. Si tu décides d'en mettre 2 sous un drone, je te conseille fortement de l'incliner à peu près à 20 degrés comme ceci vers le haut. Imagine que l'avant de ton drone est vers ici. Tout simplement parce que quand tu vas voler, quand ton drone va se pencher pour aller vers l'avant, et ben au moins ton image de 1, elle sera totalement horizontale, elle sera bien positionnée de base. Et en plus de ça, ça va éviter quand tu fais des mouvements que la caméra aille trop près de tes capteurs sol qui sont de l'autre côté du drone. Donc voilà, moi je les incline tout le temps un tout petit peu vers l'avant du drone, comme ceci. Comme ça, quand le drone va vers l'avant, hop, la caméra se redresse. Le deuxième point qui est vraiment sur l'alignement de tes caméras, c'est très important. Si tu décides de les mettre dans ce sens-là, justement, sous ton drone, donc une au-dessus, une en dessous, il faut éviter qu'il y en ait une qui soit décalée comme ceci, sinon tu vas perdre un temps phénoménal en post-production. Dans tous les cas, crois-moi, elles vont forcément bouger à un moment donné d'1 ou 2 degrés sans que tu le veuilles, et du coup, c'est assez compliqué. Mais plus tu seras aligné à l'origine, mieux ce sera. Et bien évidemment, mais bien l'avant de ta caméra tout le temps vers l'avant du drone et comme ça, tu es plus ou moins tranquille. Justement, avant d'attaquer le chapitre 2, tu peux aller voir cette vidéo justement sur la GoPro Fusion où je t'ai expliqué comment avoir le maximum de qualité avec ce petit bijou qui est très ancien mais qui fonctionne très bien. Check cette fiche et reviens juste après. Chapitre 2 sur les caméras que tu dois choisir pour faire ce type de prestation. Alors, je te conseille encore une fois de prendre 2 caméras totalement identiques si tu fais du double caméra. Donc avec une au-dessus, une en dessous. Pour plein de raisons, je t'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais l'idée, elle est qu'il faut que tu aies le même firmware également sur les 2 caméras pour que la stabilisation soit identique, sinon tu vas voir que ça va être très complexe. Et en plus de ça, au niveau de la color science, du piqué, du champ de vision de chaque lentille, etc., si c'est identique, c'est le top du top pour par la suite supprimer le drone dans ta post-production. Favorise les caméras à haute fréquence d'image. Par exemple, moi si j'ai besoin d'aller à 60 fps, je prends bien évidemment celle-ci, je vais t'expliquer juste après pourquoi il n'y a qu'une antenne, tu verras, c'est dans un prochain conseil. Tout à la fin de la vidéo, je te mets tout le temps mes conseils et mon expertise. Celle-ci, elle filme à 60 images par seconde en 8K, donc c'est le top du top pour faire de la vidéo 360 aérienne, mais bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas si facile que ça de la mettre sous un drone. Plus tes FPS pourront être relevés, mieux ce sera si tu diffuses dans des casques avec une haute fréquence de rafraîchissement. Ça, c'est la première chose. En plus de ça, si tu veux monter encore plus haut en FPS et si tu peux te le permettre, c'est très bien parce que tu pourras un petit peu ralentir ton image en post-prod et limiter un petit peu ces effets de tremblement qui peuvent apparaître. Favorise les caméras les plus légères possibles et les plus petites possibles pour faire de l'aérien, forcément pour passer dans la réglementation française et être dans les clous, c'est très délicat. Donc plus ce sera léger, mieux ce sera, crois-moi, et moins ce sera dangereux pour toi et pour ton matériel. Et surtout, il faut que l'ouverture de ces caméras-là, je parle bien du diaphragme, soit la plus haute possible d'origine, parce qu'en général, sur ces petites caméras comme la GoPro Fusion, il me semble que c'est du f2 ou f2.4, en fait, ça ouvre limite beaucoup trop. Je m'explique, c'est juste par rapport à la zone de netteté et au piqué de l'image en termes général. Donc la problématique de ces caméras-là, c'est qu'au bout de 15-20 mètres de distance d'un élément, ça commence à vraiment flouter. Et tu vas voir que si tu veux filmer du paysage, c'est moyen. Et c'est là qu'il faudra passer sur des caméras un peu plus haut de gamme. Malheureusement, d'avoir une grande ouverture sur ce type de caméra où on ne peut pas la changer, c'est pas forcément un point fort. Et quand tu vas choisir ta caméra, prends bien une marque qui est connue pour sa stabilisation parce que c'est très important. Tu vas faire de l'aérien, ça va forcément bouger à un moment donné. Donc bien sûr, GoPro, on est plutôt bien, c'est quand même la référence pour la stabilisation de l'image, et Insta360 sont très bons aussi. Ils font de la stabilisation mécanique comme la stabilisation 9 axes pour l'Insta360 Pro 2, donc voilà, on sait que ça va assurer le coup. Et tu sais que si tu ne maîtrises pas assez le sujet, si tu veux devenir un expert et monter une entreprise et développer ton business grâce à la VR, crois-moi, il faut s'y mettre tout de suite. Je te mets le lien de l'organisme de formation Immersive Ambition, le seul certifié Calliope en France et qui fait du 35 heures présentiel. Donc tout le matériel que je te montre lors de mes vidéos ici sur YouTube, ce sont des tutoriels gratuits, mais le matériel que je te montre, c'est le matériel
qu'on utilise lors des formations. Donc crois-moi, c'est du sur-mesure et bien évidemment, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'à la fin de tes 35 heures de formation, tu es un expert de la VR et tu sais maîtriser l'intégralité des bases, que ce soit audio, vidéo. Ok, chapitre 3 sur toute la partie mouvement. C'est là le point le plus crucial pour moi. Il faut faire des mouvements très lents. Dans tous les cas, tu as une option sur chaque drone pour avoir un mode tripod quasiment. Donc utilise-le, tu verras, ça va tout changer. Et deuxième point par rapport au mouvement, comme d'habitude, il y a entre guillemets que deux grands types de mouvements. Le travelling avant-arrière, le travelling montant-descendant et le mix des deux. Donc en gros, tu peux faire que ça en drone. Ça sert à rien de faire autre chose si c'est pour une diffusion dans un casque VR. Il était court celui-ci comme chapitre. Chapitre 4, si tu utilises des drones comme celui-ci, tu vas voir qu'il y a des capteurs en dessous, au-dessus, etc. Et c'est très important de savoir comment les manipuler, parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes. Même sur un Mavic 2, même sur des drones un peu plus petits, il y aura toujours ces capteurs. Ce n'est pas obligatoire de les désactiver à chaque fois. En fait, je m'explique, quand tu vois que ta caméra s'approche trop proche vraiment du capteur en lui-même, forcément, il va falloir le désactiver. Donc le plus intéressant et le plus fiable, c'est de savoir comment on fait ça déjà. Et deuxièmement, surtout, d'attribuer un bouton sur ta radiocommande pour activer et désactiver les capteurs et un autre bouton pour activer et désactiver le train rentrant. Donc là sur l'Inspire 2, on a les pieds qui montent et qui descendent et ça c'est important de savoir les manipuler. Crois mon expérience, rattraper un Inspire 2 à la main quand il y a à peu près 30 km/h de vent et que tu n'as plus de signal, par exemple GPS, crois-moi que c'est délicat et ça peut arriver. En monocaméra, donc avec une seule GoPro Fusion par exemple, si tu la mets vers le bas, désactive bien uniquement les capteurs seuls, laisse tous les autres activés et celui du plafond aussi. En revanche, quand tu es en double caméra, essaye aussi de désactiver le capteur plafond. Chapitre 5 maintenant, que j'appelle le rapprochement des caméras. Donc là, c'est le moment le plus technique quand tu veux préparer ton drone parce que c'est crucial. Ça peut jouer sur ton résultat final. Donc en monocaméra ou en double caméra, il y a plusieurs placements qui sont possibles. En monocaméra, on va encore prendre l'exemple ici avec l'Inspire 2. Hop, désolé si je deviens flou. Mais l'idée, si tu fais du monocaméra, c'est de la fixer bien évidemment au centre de gravité et de la fixer le plus bas possible pour que le drone soit le plus petit possible dans le champ de vision de la caméra et que tu puisses supprimer assez facilement. Donc là, ce qui est intéressant, hormis l'effet de pendule que ça peut avoir dans certains cas, qu'on verra sur d'autres vidéos, là, ce qui est intéressant, c'est que sur des petites caméras comme ça, c'est pas bien compliqué de les écarter au maximum du drone et voilà, d'avoir un drone assez petit dans le champ de vision. Donc ça, c'est pour du mono. Pour du double caméra, il y a deux placements qui sont possibles. Le premier qui est avec une caméra très bas en dessous du drone et d'en rajouter une vraiment au-dessus du drone, au-dessus de tous les éléments qui sont présents sur le drone et comme ça, tu peux faire le sky replacement, donc le remplacement de ciel hyper facilement. Le drone sera petit, déjà de 1 vu que tu vas te servir de la caméra du bas en caméra principale et en plus de ça, tu auras de quoi remplacer le ciel en 2 temps 3 mouvements avec une autre caméra. Et le troisième placement qui est à privilégier dans certains cas, quand tu as un drone qui est assez plat, qui n'est pas le cas vraiment de l'Inspire 2, c'est de mettre les caméras le plus proche possible du drone au-dessus et en dessous. Là, je te montre ça sur l'Inspire 2, mais c'est pas vraiment le truc à faire. Mais clairement, plus tu seras proche, tu vas pouvoir faire comme l'Insta360 One Air, en gros avoir vraiment une zone de stitching au final qui va être très peu épandue et que tu vas pouvoir maîtriser facilement. C'est les manières qu'il faut procéder quand tu veux mettre 2 ou une caméra sous ton drone. Par contre, en intérieur, il est indispensable, bien évidemment, que tes caméras soient le plus proche possible du drone. Bien évidemment, tu t'en douteras, il y a des murs, plein de choses qui doivent pas être dans les zones de couture, donc c'est très délicat. Dans les cas de figure où tu veux éloigner le maximum ta caméra du bas de ton drone, bien évidemment, des fois, il te faudra des petits pieds supplémentaires pour rehausser ton drone si tu es un opérateur seul et que tu dois piloter ton drone tout seul. Crois-moi, c'est plus facile que de faire appel à quelqu'un exprès pour chaque mission et tu seras pas rentable. En revanche, sur des prestats un peu plus grosses où tu vas utiliser des grosses machines, des gros porteurs avec des plus grosses caméras, je te conseille quand même d'être 2. Si tu n'es pas vraiment dans les cas de figure que je viens de t'expliquer en termes de placement de caméra, comme je t'ai montré sur cette mission ici pour un de mes gros clients, je te fais à chaque fois des petits making-of comme ça sur différents tournages. Mais là, pour ce client-là, j'étais à l'Inspire 2 et j'ai mes perches qui font à peu près 15 cm au-dessus et en dessous. Mes caméras sont pas très proches, comme dans l'exemple que je t'ai expliqué, mes caméras sont pas non plus trop éloignées, donc c'est un petit peu un mode un petit peu mixte qui me permet pas de faire ce que je veux. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas passer hyper proche des éléments sur le côté des éléments. C'est-à-dire que l'élément risque d'être coupé en deux et c'est délicat. Donc là, c'est quand je fais du pur aérien et que je sais que je suis pas dans une vallée avec trop de montagnes et que je dois survoler des choses et non pas passer à côté. Chapitre 6, qui est aussi important, c'est la météorologie et la stabilisation du drone. Donc je les ai liés dans ce même chapitre. Bien évidemment, ne pas faire de 360 aérienne
quand il y a un trop fort vent, c'est juste ingérable et tu vas voir que ton image, du coup, elle va être stabilisée par le logiciel interne de la caméra ou par la partie mécanique de la stabilisation, mais tu vas voir que ça va légèrement flouter ton image. C'est-à-dire que de 1, tu vas avoir beaucoup moins de piqué et de 2, il va y avoir un gros souci quand tu vas vouloir faire du tracking d'image, c'est-à-dire traquer ton mouvement par exemple de vidéo 360 et intégrer des éléments en 2D ou en 3D, des textes, etc., des choses qui manquent sur ton image. Et ben là, tu auras beaucoup de complications si ton image elle est stabilisée par le firmware de la caméra. Crois-moi, en plus de ça, quand tu es en 5,6K ou 5,7K, c'est très chaud quand tu manques de points de repère pour le tracking. Également, ne pas filmer quand il y a beaucoup trop d'humidité ou du moins faire des vols très courts. Ces caméras, malgré tout, les lentilles s'embuent petit à petit, il y a de la buée qui peut se créer, il y a un petit peu d'humidité qui peut se déposer dessus, et là ton image, déjà si elle n'est pas très nette d'origine, elle va l'être encore moins. Et nous on recherche quand même la fidélité la plus accrue pour ce genre d'image. Chapitre 7 qui est vraiment intéressant, c'est la sécurité en l'air. J'ai eu des mésaventures en faisant voler et en testant les limites des drones avec des caméras 360. J'ai pu crasher pas mal de fois l'Inspire 2 que tu viens de voir, qui vient seulement de me revenir tout neuf. J'ai pu crasher aussi un M210 pour faire les tests, pour porter l'Insta360 Pro 2. Et j'ai aussi eu des mésaventures qui m'ont coûté très cher, et j'espère en parler bientôt lors d'une vidéo, où j'ai perdu carrément la caméra pendant mon vol. C'était une Insta360 One Air que j'ai perdu. La caméra, ouais, elle vaut 500 €, tu vas me dire, c'est pas énorme, mais à l'intérieur, j'avais quasiment pour 10 ou 15 000 € de rush. Tout simplement parce que les rushs avaient une forte valeur ajoutée, c'était un très gros client. Bien évidemment, la caméra est tombée, donc j'ai tout recommencé et j'ai racheté une caméra. Mais tout ça pour te dire, le premier point de la sécurité, mettre des Apple AirTag sur tes caméras. Donc c'est des petites pastilles que tu vas pouvoir mettre sur tes caméras pour pouvoir les retrouver si elles tombent. Parce que crois-moi que j'ai pas retrouvé la caméra, mais j'ai cherché à peu près pendant 5 heures de temps dans la cambrousse. C'était pas facile et j'étais un petit peu dégoûté. Donc ça coûte pas trop cher, je te mets un lien dans la description. Deuxième point, mettre des élingues sur les caméras qui sont très chères, au-dessus de 1000 €. Par exemple, celle-ci valait 6000 € à l'époque. Il y a des petits systèmes de fixation où tu peux mettre des élingues, des protections pour éviter que la caméra ne tombe. Donc une élingue légère et flexible, bien évidemment, et qui rentre pas dans le champ de vision. Donc ça, c'est très important pour des caméras plus chères. Et dernier point de ce chapitre 7, désactiver le GPS de tes caméras. Et en termes généraux, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce que tu veux qui te permet d'avoir une transmission à distance, surtout sur une GoPro Fusion par exemple, parce que ça peut interférer malgré tout avec ton drone, et crois-moi que tu peux avoir des problèmes de transmission, et ça c'est pas cool. En revanche, sur des caméras comme ça où tu peux avoir un module Farsight qui te permet d'aller jusqu'à 1 km avec la caméra en l'air, voilà, il faut peser le pour et le contre aussi. Moi je laisse juste une antenne et je t'explique tout ça juste après dans la partie expertise. Voilà, comme tu l'attends sur chaque vidéo, le chapitre 8, mes conseils et mon expertise sur la vidéo 360 aérienne. Tu l'as vu sur la chaîne Drone Ambition, j'en ai déjà fait beaucoup des vidéos. Là, ça commence seulement sur Immersive Ambition, crois-moi. Premier conseil, ne pas filmer quand il fait plein jour avec le soleil au zénith le temps de midi. Je m'explique. Avec des drones comme l'Inspire 2 qui ont des hélices assez grosses par exemple, on va avoir un phénomène d'ombre tout simplement qui va se créer sur la caméra qui est en dessous du drone. Et crois-moi que selon ta fréquence d'image et selon la vitesse de rotation des hélices, des fois tu peux être très malchanceux et toute ton image elle est striée de noir et de blanc entre guillemets, une partie qui sera plus claire que l'autre, et ça vraiment c'est irrécupérable. Crois-moi, j'ai déjà essayé et ça arrive souvent. Donc préférez filmer quand le soleil est un petit peu plus bas le matin ou l'après-midi. Deuxième chose, si tu veux vraiment débuter et que tu n'y connais rien, je conseille vraiment de prendre une GoPro Fusion toute simple. C'est hyper pratique, une batterie ça coûte 10 balles. Les cartes mémoire, faut bien prendre des cartes mémoire hyper rapides, mais bon, une fois que tu les as, mais c'est infaillible quoi. Je veux dire par là que même si tu veux faire autre chose que de l'aérien, tu pourras te servir de cette GoPro Fusion et c'est juste génial. C'est pas cher, c'est fiable, ça va sur un Mavic 2 Pro, un Mavic 1, il n'y a aucun problème. Comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure, mets bien le mode tripod sur les drones de chez DJI, ça limitera ta vitesse et tu auras une image beaucoup plus fluide. Et le tout dernier conseil, c'est d'alléger au maximum ta caméra ou ton drone quand tu veux faire ce type de vol. Pour de 1, si tu veux respecter la réglementation aérienne en vigueur, des fois ça peut être intéressant, et de 2, tu éviteras d'avoir beaucoup trop de poids et d'user tes moteurs et tes batteries de drone hyper rapidement. Donc là c'est pour ça que tu vois la boule ici, que tu n'as pas l'habitude de voir dans ce format là, parce que j'ai retiré du coup le petit pied ici, l'embase mine de rien, qu'ils ont fait assez lourde forcément, mais qui pèse quand même 170 grammes si je dis pas de bêtises, donc c'est déjà un sacré poids à retirer en dessous le drone. Donc moi je retire par exemple quand je fais voler
ce petit bijou sur l'Inspire 2 ou sur un autre drone un peu plus gros. Je retire bien ceci et je peux le remplacer juste avec la petite goupille qui est en dessous sans souci. Je retire l'antenne du GPS qui ne me sert à rien parce que je veux juste l'antenne de l'application qui me permet d'avoir une retransmission sympa. Et encore, avec le module Farsight, je pense que je pourrais l'enlever. Je me fais peut-être un petit peu chier, entre guillemets, à la laisser, mais je pense que je pourrais l'enlever. Voilà, j'enlève le maximum et j'ai même enlevé sur l'Inspire 2 du coup ceci qui pèse le SSD qui pèse quelques grammes, mais ça fait quand même gagner des grammes et des grammes et des grammes. Donc bien évidemment, je pourrais également retirer les parachutes pour avoir un peu plus de facilité sur l'Inspire 2 quand je fais pas de scénario en agglomération et je gagnerai encore du poids. Voilà, j'essaye de faire le plus léger possible. Maintenant que tu es là depuis un petit bout de temps sur Immersive Ambition, je te remercie encore une fois, mais ne t'arrête pas, continue ta formation en cliquant juste ici si tu veux voir des vidéos pour te former à la réalité virtuelle et juste ici si tu veux voir la toute dernière sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite sur cette vidéo.